Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule divertissement. Alors, toujours en notre compagnie, Jocelyne Courvier. Bonsoir, Jocelyne. Bonsoir. Ça va toujours bien? Toujours. Qu'est-ce que tu nous as concocté cette semaine? Alors, cette semaine, on va parler des inventions. Ça fait quelques émissions que je parle un peu des objets, quand ça a été inventé, tout ça. Mais cette semaine, il y a un thème, donc c'est les inventions qui ont été inspirées par la science-fiction. Oh, oui, donc, je risque de trouver ça très oui, intéressant. Je pense que oui. Donc, évidemment, dans la science-fiction d'aujourd'hui, on voit parfois des objets qui nous semblent farfelus, impossibles à imaginer, mais qui sait dans 50 ans si ça n'existera pas. Donc, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'objets qui tirent leur origine de Star Trek, évidemment, et il y a beaucoup de choses qui m'ont fait sourire. Il y a quand même des auteurs de science-fiction qui étaient visionnaires. Tout à fait, parce que dans bien des cas, la fiction rejoint la réalité, ne serait-ce qu'en termes de communication. Hein. Oui, voilà. Donc, et des fois, c'est on a pensé à un objet 50 ans avant que ça sorte, donc c'est surprenant. Donc, je débute avec les portes automatiques. Donc, c'est une invention de 1954 pour gérer les problèmes des grands vents, tout ça. Quand est-ce qu'on a pensé aux portes automatiques? En 1899. C'est une nouvelle de H.G. Wells qui s'appelle When the Sleeper Wakes. Donc, on va voir la couverture du livre en question. Donc, 1899 qu'on avait imaginé les portes automatiques. Quand même impressionnant. C'est quelque chose. Donc... Là, je pense que ça va être plus fort que moi. Je serais porté à faire une petite allusion à Star Trek par rapport à ça. Est-ce que tu connais l'histoire? Par rapport aux portes automatiques? Oui, parce que les portes sont automatiques oui. dans les épisodes de Star Trek, mais ils n'étaient pas automatiques dans les premiers épisodes. C'était des personnes qui les poussaient, puis qui les ramenaient de façon manuelle. J'aurais cru que tu étais au courant. Non, je ne savais pas celle-là. Eh bien, puis, oui. C'est réaliste parce que je ne me suis pas arrêtée à me dire... Tout à fait. Quand même. Tout à fait, c'était fait de façon manuelle. On poussait la porte pour la ramener. C'était à l'époque. Mais tout de même, visionnaire eux aussi. Mais je ne sais pas si c'est inspiré de 1899, mais du moins, ça aurait peut-être donné un look bizarre d'avoir une porte qui ouvre vers l'extérieur ou vers l'intérieur. À mon sens, ça aurait enlevé à la signature... Ça aurait gâché le cachet un petit peu de Star Trek. J'ai eu une fait. image, mais non. Toc, toc, toc. Ensuite, on enchaîne avec les tasers. Donc, c'est une invention de 1970 par la NASA. Quand même, c'est plus vieux que je pensais. Et ça a été pensé en 1911 par Victor Appleton. Donc, c'est un livre qui s'appelait Tom Swift is Electric Rifle. Donc, et d'ailleurs, on a pris les lettres pour faire un acronyme, l'acronyme de taser. On a simplement rajouté un A entre le T et le S. Et c'est de là que vient le nom des fameux tasers. Toujours eu la vocation première, j'imagine, de rendre une personne knock-out? Knock-out sans la tuer, idéalement. Bon, okay. Ça a toujours été ça, la vocation première? Oui, quand même. D'accord. Donc, quand même, 70. On enchaîne avec les phasers, évidemment. Donc, un véritable phaser financé par la Marine américaine qui produit un laser. Donc, il y a plusieurs modèles. Il y a un modèle qui produit un rayon qui peut tuer la personne ou un rayon qui peut simplement l'immobiliser. Donc, ça existe vraiment? Ça existe. Ben, c'est la première fois que je le vois. Et tu vois où je veux en venir? Ça vient d'où? Les fameux phasers. Donc, ça vient de 1966, Star Trek. Et? Donc, là, c'était... Pas tout à fait le même modèle. Le gros modèle dans Star Trek, très impressionnant. C'est un des premiers épisodes, d'ailleurs. Oui, on reconnaît les décors. En carton. Oui, donc... mais tout de même bien fait, là. Non, pour l'époque, c'était... Parce qu'il y a du travail là-dedans. Pour en avoir déjà fait pour la télévision communautaire, des décors, il ne faut pas minimiser le travail qu'il peut avoir en arrière de ça. Et même les effets spéciaux, c'était quelque chose en 66 de voir un rayon laser. Oui, puis le maquillage n'était pratiquement pas présent. Hein? Non, c'était particulier. On voyait même le contour des yeux avec les cils puis tout. Non, c'est assez comique, merci. Puis on va voir une image, le fameux phaser de Star Trek, de la série originale. Donc, c'était le phaser de type 1 qui est en haut, le bidule noir, qui servait à immobiliser, et le phaser de type 2 plus bas, qui était vraiment pour tuer les victimes. Donc, il y a beaucoup de médecins aujourd'hui qui aimeraient avoir la même bébelle que McCoy pour trouver les différents problèmes médicaux chez les gens. Oui, il y a pas mal de bidules. Ça, on ne l'a pas atteint encore. Elle est miraculeuse, cette bébelle-là. C'est encore drôle. On va voir plus loin. Ah oui? Oui. Bon.
Ensuite, on enchaîne avec les échecs par ordinateur. Donc là, ce qu'on voit, c'est en 97, l'ordinateur IBM Deep Blue qui a battu le champion du monde, Garry Kasparov. C'était vraiment quelque chose à l'époque. Je ne sais pas si la photo a été prise au moment opportun, mais il semble avoir beaucoup d'angoisse par rapport au prochain coup. Il semble découragé ou angoissé. Ça va pas très bien. Donc, c'est ça, c'est l'ordinateur qui l'avait battu. Rappelle-moi l'année déjà. Donc, ça, c'est en 97. Ah, mais c'est quand même assez récent. Quand même assez récent qu'on ait réussi à faire un ordinateur vraiment capable de rivaliser avec un champion du monde, évidemment. Donc, avant 97, c'était pas le cas. Non, on essayait de faire des ordinateurs, mais bon, c'était pas au point parce qu'évidemment, les échecs, c'est un jeu de stratégie. Il faut prévoir des coups, tout ça. Donc, en 97, on a atteint ça, mais quand on a pensé ça, c'est en 68. Et vous allez voir l'image du film en question. 2001, l'Odyssée de l'espace. Oui, ça, je l'ai vu. Donc, on voyait le super ordinateur. Donc, c'est quand même... Je suis tout de même étonné au niveau des dates. J'aurais pensé qu'avant 97, ça avait déjà été atteint. On a essayé de faire des prototypes, mais c'est seulement en 97 vraiment qu'on s'est mesuré un champion du monde et qu'on l'a battu. C'est flatteur tout de même pour l'espèce humaine. Hein? Quand même. Mais il avait quand même gagné. Je pense que l'ordinateur a gagné 2,5 à 1,5, truc comme ça. Donc, il avait quand même rivalisé. C'était pas haut quand même. Ensuite, on se dirige vers la reconnaissance vocale, invention de 2011 avec le Apple Siri, qui vous dit « Siri, est-ce qu'il y a un restaurant proche? » Bon, si vous n'avez jamais eu cette application-là, c'est quand même drôle. Que de potentiel. Que de potentiel. Évidemment, on va l'améliorer avec le temps. Et ça vient d'où, la reconnaissance vocale? Donc, tu vas aimer. Ah, oui. R2D2, 77. Donc, c'était visionnaire quand même. Incroyable. Et à l'époque, évidemment, c'était impossible, c'était inconcevable. Oui, c'était. Mais on a quand même atteint, pas le niveau de R2D2, mais quand même. Toujours une certaine nostalgie quand on le voit. Hein? Oui, c'est R2D2. Ensuite, on enchaîne avec l'invention d'Internet. Donc, invention en 90, là, on parle vraiment du réseau public, mais évidemment, ça faisait des années qu'on travaillait là-dessus, des années 80. Mais en 90, vraiment, ça a pris forme, la forme qu'on connaît. Et Internet a été pensé quand? En 1904, par Mark Twain. Donc, ça m'a vraiment... son livre qui s'appelle « From the Times of 1904 », et donc, lui, ce qu'il expliquait, c'est qu'un système téléphonique permettrait d'envoyer des infos à travers un réseau mondial, et ça avait même un nom, c'est le téléélectroscope. Incroyable, 1904. C'était les bases d'Internet, évidemment. Bon, c'était de la science-fiction, mais ça avait quand même été pensé que quelque chose comme ça pourrait exister dans la science-fiction. Et comment tout cela a évolué à une vitesse impossible à mesurer, et on est encore en pleine évolution au moment où on se parle. Internet est maintenant presque quelque chose d'essentiel dans nos vies, là, autant que le téléphone. Omniprésent. Omniprésent. Ensuite, j'enchaîne avec le cellulaire. Donc, invention de modèle très compact, 73 de Motorola, et à l'époque, ce modèle-là coûtait 3 900 US. J'ai même souvenir d'en avoir vu des plus gros, est-ce que je me trompe? Oui, j'ai l'impression qu'ils essaient de rendre ça plus performant, puis ils ont peut-être grossi le modèle. 3 000 pour un cellulaire. Hein. Ouais. Puis t'étais hot quand tu te promenais avec ça. T'étais hot. Donc, l'inventeur qu'on voit, là, il y avait des concurrents qui s'appelaient Bell Labs, donc les concurrents de Motorola. Et pour les narguer, il les avait appelés d'une rue de New York avec son nouveau cellulaire. Non seulement, il y en a pour 15 000 $ en avant de lui. Oui, ça. Et l'inventeur du cellulaire avait un objectif. C'était pas un désir, c'était un objectif. Il voulait faire le communicateur de Star Trek, carrément. C'est ce qu'il a expliqué après. Ah oui? Oui, il voulait faire le communicateur de Star Trek, qu'on va voir. Ah. Donc, évidemment... Le premier téléphone à flip. Le fameux téléphone à flip, donc de 1966, évidemment. Ah, puis il avait vraiment ça derrière la tête. Oui. Donc, c'était une inspiration Lui, il directe. expliquait, il dit c'était pas une fantaisie. Il dit l'objectif, on fait le communicateur de Star Trek. Évidemment, on ne pouvait pas faire aussi petit parce que les systèmes n'étaient pas si petits à l'époque. Ouais. C'était pas miniaturisé. Ce qu'on voit à droite de la photo, donc on voyait évidemment le classique de l'émission. À droite, c'est un modèle, un communicateur, ça vient de sortir Bluetooth. Fonctionnel. Donc, ça fonctionne avec ton téléphone cellulaire, tu as ton téléphone sur toi et tu peux parler avec ça. Et ça a toutes les fonctions. C'est le vrai communicateur, les vrais sons. Le vrai fan. Oui, non, mais c'est ça.
Fait que c'est quelque chose. J'en veux un. Oui, mais on a tous les deux des yeux, j'en veux un. Donc, c'est... Puis on s'entend-tu que côté ressemblance, c'est pratiquement du copier-coller? Là? C'est tellement ressemblant qu'on s'est basé sur un vrai communicateur de la série et le grain du plastique est pareil. Incroyable. Oui, c'est quelque chose. Donc, Quand on dit que la télévision puis le cinéma, ça donne à rien, je pense qu'on peut remettre ça en question. La capsule d'aujourd'hui prouve le contraire. Ça a inspiré pas mal de gens. Ensuite, la transplantation d'organes. Donc, la première, c'était en 1954, une première réussie. Donc, c'était une transplantation de rein. Et en 1967, on a eu le cœur. Donc, ça a été inspiré par la nouvelle de Mary Shelley de 1818, Frankenstein, évidemment. Donc, c'est ce qui a inspiré, à penser faire des transplantations humaines. Et même que l'utilisation de l'électricité, dans le cas de Frankenstein, c'est aussi ce qui a jeté un peu les bases à la défibrillation. Incroyable. On n'a pas idée à quel point des détails de la science-fiction, ça peut allumer des gens. Et quand je faisais les recherches, il y a beaucoup d'inventeurs qui disaient, qui ont écouté des séries comme ça de science-fiction, et c'est vraiment ce qui les a inspirés. Ils avaient ça dans la tête, ils se disaient, il faut que je réussisse ça comme dans ce film-là. Donc, souvent, les réalisateurs, les recherchistes ou carrément ceux qui ont écrit ces séries-là, à quelque part, étaient des visionnaires. Exactement. Oui. Exactement. Et dans les films de science-fiction, même les vieilles séries, on rit parfois Star Trek des années 60, puis les décors. Mais souvent, dans les séries de science-fiction, dans les films actuels de science-fiction, tu avais des consultants pour la NASA, etc., qui s'assurait que ce qu'on disait dans l'émission, ça avait du sens. Tenait, là, oui. Ouais, que c'était pas n'importe quoi, que ça avait quand même du sens. Donc, c'est quand même recherché, là, la science-fiction. Et tu me parles de science-fiction, un nouveau film qui s'en vient, la suite de Blade Runner avec Harrison Ford en passant. Ça va être bon. Je crois que c'est Denis Villeneuve qui le réalise à part là-dessus. Ah oui? Un Ça, Québécois. je savais pas. Ça, c'est quelque chose, là. Encore plus? Un Québécois qui réalise Blade Runner. Un classique. Incroyable. Un classique du cinéma. Puis Harrison Ford, il t'offre la robe. Oui, justement, j'ai vu le dernier Star Wars. On ne donnera pas le punch des fois qu'il y a quelqu'un qui ne l'aurait pas vu à Chandler. Non. Ça risque de... Il y en a certainement quelques-uns. Sûrement. Ensuite, j'enchaîne avec les tablettes. Donc, aujourd'hui, il y en a partout. La première, Apple, évidemment, en 2010, avec son fameux iPad. Ça vient d'où, les tablettes? Donc, ça vient encore une fois de Star Trek. Ah oui! On voit évidemment Uhura avec... C'était un prototype. Hein? Il se promenait toujours avec une espèce de tablette d'un crayon. Oui. J'ai remarqué ça l'autre jour. Je me dis, mon Dieu, c'était des pseudo-tablettes. Et on voit encore une fois, là... Elle ressemble plus à celle-là qu'on brassait. Ça, quand tu vois de proche, ça a l'air des trucs qu'on avait enfant avec des dessins, là. Puis on voit qu'il y a autant de difficultés à placer le plastique de protection que nous autres avec nos téléphones intelligents. C'est ça. C'est la seule photo que j'ai trouvée qu'on voyait vraiment comme de proche, puis tu vois que c'est rudimentaire. Oui, pas mal, oui. Parce que dans l'émission, ça bouge vite, hein, mais ça avait l'air hot avec les petites lumières, mais c'était juste un petit truc pour enfants, je pense. Mais c'était le principe, le concept. Après ça, dans les séries suivantes, il y avait vraiment des tablettes plus élaborées, mais c'était le concept d'un ordinateur portable. Donc, les tablettes, 66. Ensuite, j'enchaîne avec les cartes de crédit. Invention de 1950, et on va voir l'image suivante. Oui, dans les premières. Et ça, j'ai trouvé une carte de crédit sur la plage à Gaspé. Et j'ai longtemps cherché c'est quoi j'avais trouvé. J'avais trouvé un truc de même en métal. Et c'est les premières cartes de crédit dans les années 50. Ah, qui fonctionnait, j'imagine, avec un peu comme les cartes d'assurance maladie à l'époque. Oui, j'imagine. Là, puis, donc, c'est ça. J'en ai trouvé une à Gaspé. Est-ce que c'est celle-là? Non. OK, mais une semblable. C'est une semblable. Tu l'as ramassée, là? Ah oui, c'est une de mes plus beaux objets de collection que j'ai trouvé sur la plage. Ah oui, à Gaspé. Oui, à Gaspé même. Aldeman. Non, la plage près de Fort-Ramsey. Ah ouais. Oui. Donc, quand j'ai trouvé c'était quoi, j'ai tellement cherché. Et il y a un nom et tout ça, donc... Bon. Donc, elle est plus valide, j'imagine? Je penserais pas. Tu l'as pas essayé. Donc, une carte de crédit, et ça vient d'où? Ça vient d'une nouvelle de Edward Bellamy qui s'appelle Looking Backward. Donc, c'est une nouvelle de 1887.
Incroyable. À cette époque-là, on avait déjà imaginé un système de paiement par crédit. Tu sais, ça a l'air facile parce qu'on sait que ça existe. Ouais. Mais quand ça n'existe pas, de créer un concept comme ça a l'air de rien, mais il faut être visionnaire. Fallait y penser. Définitivement. Là. Ensuite, j'enchaîne avec les disquettes. Les plus jeunes ne savent peut-être pas ce qu'est une disquette, mais nous, on a grandi avec Tout à fait. les fameuses. J'ai même connu, pas seulement elle de droite. Elle de gauche, je l'ai connue, moi. J'ai déjà vu ça aussi. Oui. On donnait des idées sur notre âge. Là, dans mon primaire à Sainte-Thérèse, c'était ça. On a connu les disquettes. Donc, ça a été inventé en 67. Les disquettes, les plus grosses, c'était des disquettes de 8 pouces, mais les disquettes telles qu'on connaît, j'allais dire aujourd'hui, ça n'existe plus vraiment. Donc, ça a apparu quelques années plus tard. À quel endroit on a vu des disquettes? Je reviens encore. Star Trek 66. Donc, oui. Donc, vous voyez... Bon, oui. Ouais, donc, vous voyez... C'est quasiment un Mac. Spock avec son ordinateur, qui a l'air très réaliste. Donc, vous voyez des trucs... As-tu vu les couleurs? Ah, on dirait... Ça rappelle un Mac. Windows 7. Ah oui. Donc, dans l'émission Star Trek, vous allez voir l'image suivante. Je voyais souvent les personnages avec je me demandais c'est quoi ces disques de plastique-là. Et c'est des disques de données pour enregistrer les données. Incroyable. Pas certaine qu'ils étaient fonctionnels, mais le concept de la disquette est né. Captain Kirk était jeune là-dessus. Oui, hein, ça... Incroyable, hein? Ça va vite. Ensuite, on enchaîne avec la main mécanique. C'était inventé en 1945 pour être capable de manipuler des matières radioactives. Donc ça vient d'une nouvelle de Robert Heinlein de 1942. Donc, sa nouvelle s'appelait Waldo. Et c'est pour ça qu'on appelle les mains mécaniques des Waldo. Le nom est resté en hommage, si on veut, à ce livre-là. C'était une personne handicapée qui s'était fait une espèce de bras mécanique. Incroyable. On est rendu loin là-dedans. Là. On est même capable d'opérer maintenant. C'est incroyable. En chirurgie complexe, là, une dextérité incroyable. On peut même connecter avec dans le cerveau des neurones, puis ça peut fonctionner avec la pensée. On est rendu tranquille. C'est les débuts, mais on est en train de travailler là-dessus. Ouais. Donc, ça va quand même loin. À quand le prochain Terminator? Oui, c'est ça. I'm back. Ensuite, l'hypospray. Donc, l'hypospray, c'est quoi? C'est pour piquer quelqu'un, si on veut, sans la phobie des aiguilles, la douleur, tout ça. Donc, ce que ça fait, c'est qu'on entend un bruit comme d'une boisson gazeuse, tu as un petit picotement, puis la couche externe de la peau est perforée en 15 secondes. Puis donc, tu peux injecter un médicament. Ça existe vraiment, c'est pas la science-fiction. Donc, d'où vient l'hypospray? On revient toujours à la même chose. Dr McCoy avec... Voici le produit. Voici l'hypospray de 66. Donc, c'était exactement ça. C'était une espèce de dispositif qui permettait de piquer, si on veut, sans l'espèce d'aiguille. Et vous allez voir la photo suivante. Bon, l'hypo de la saison 1 et 2 et 3, ça avait un petit peu changé. Incroyable. C'est quand même... les trucs qu'on voyait dans la série, c'était quand même bien fait. Oui. McCoy, là, un personnage très attachant de l'univers de Star Trek. Hein? Oui. Et d'ailleurs, dans la nouvelle série de films récente, je trouve dommage qu'il n'y ait pas assez de Dr. McCoy. Parce que la chimie entre les trois personnages, Kirk, Spock, McCoy, c'était vraiment... C'était à la base même là, de souvent plusieurs fous rires. Hein? C'était le plus humain, je dirais, là, de oui, tout à fait. Là. Celui qui remet en question. Et une relation très particulière avec Spock, d'ailleurs. Oui, c'est ceux qui n'ont jamais écouté la série, juste pour ça, ça vaut la peine. La série originale, le Spock et McCoy qui s'irritent continuellement. C'est vraiment excellent. Ensuite, j'enchaîne avec les montres intelligentes. Évidemment, encore une fois, Apple qui a fait le e-Watch en 2015. Ça vient d'où? Ça vient de 90, le film Dick Tracy. Ah, film que j'ai vraiment adoré. J'ai écouté plusieurs fois. Avec Madonna. Madonna et Warren Beatty. Oui. Et donc, on va voir de plus près la fameuse montre de Dick Tracy. Et ils étaient en couple à ce moment-là, en plus. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, ça a fait rêver pas mal d'enfants. Mon voyage, je n'ai jamais fait le lien. Non, bien c'est ça. En faisant des recherches, je suis tombée sur pas mal de choses, moi aussi, que j'avais pas fait le lien. Hey. Ensuite, le GPS, donc invention de 1995. On travaillait là-dessus avant.
Mais en 1995, on a lancé 27 satellites en orbite autour de la Terre pour faire un réseau, le réseau aujourd'hui qui nous permet de nous positionner avec beaucoup de précision. Ça, c'est incroyable qu'on en est rendu là tout Oui, de même. Hein? quand même. Là. Ah, c'est Pokémon Go. Pokémon Go, c'est pour ceux qui jouent. Ah, c'est carrément ça. Oui, pareil, oui, hein? carrément. Ah, d'avoir ça, j'ai trouvé ça génial d'avoir pensé à créer un jeu qui allait utiliser non seulement ce système-là, mais qui allait utiliser les bureaux de poste puis les églises comme point de ralliement. Je sais pas Ah si oui, c'est... T'as-tu suivi ça un peu? Ben moi, mon garçon, il se promène partout avec ça. Là. Je joue Puis pas... mon plus vieux, là. Pas le plus jeune, le plus vieux. Oh, oui. Il y a des rassemblements à Montréal dans les parcs, à Québec, ben, c'est fun, ça fait marcher les gens. Moi, je ne peux pas jouer parce oui. que ça ne fonctionne pas sur mon cellulaire. Bon. Mais j'ai des amis qui jouent. Le cellulaire de McCoy. Moi, j'ai le communicateur de 66. Fan jusqu'au bout. C'est ça. Il n'y a pas encore l'option pour les communicateurs de 66. Bon. Mais non, ça ne fonctionne pas sur BlackBerry. Mais j'ai beaucoup d'amis qui ont l'application, qui m'ont montré. Je trouve ça le fun. Je trouve ça vraiment. Là, tu peux prendre une photo avec le Pokémon en question. Oui, j'ai des amis qui m'envoient des photos. Gars, je viens de pogner tel Pokémon. C'est incroyable. C'est un monde. Mais c'est le fun. Je trouve ça vraiment le fun. Oui. Donc, on a le système GPS qui date de 66. Et donc, ça découle de quoi? Encore une fois, on revient toujours à la même chose. Ça date de 66, Star Trek, le concept du GPS. Lorsqu'on téléportait, évidemment, l'équipe. Il fallait connaître la position exacte. Oui, on voit l'image suivante. Donc, on avait Scotty, qui, sur ses ordinateurs très performants, qui pouvait arriver à savoir où étaient les gens pour les retéléporter dans le vaisseau ou les téléporter peu importe où. Donc, Scotty, dont le rôle aujourd'hui est joué par Jean-Denis Laperrière. D'habitude, on dit Kevin à la régie, on disait en joke, ah, Scotty. C'est ça, Scotty. Je t'ai coupé, excuse-moi. Non, donc c'est ça, le principe du GPS, c'était d'être capable de positionner les gens, les téléporter. Téléportation, c'est pas encore au point. On pense que ça pourrait être réalisable au niveau moléculaire, là, mais c'est pas encore au point. Mais on avait pensé le système GPS quand même en 66. Puis quand on parle de pas être au point, là, ça me fait automatiquement penser au film La Mouche. Je sais pas si tu l'as vu, hein, sur les conséquences que ça peut avoir lorsque ça fonctionne pas bien. Tu vas voir bientôt, parce que je sais que tu es en train de tout réécouter la série originale de Star Trek. Oui. Tu vas voir quand c'est pas au point, qu'est-ce que ça donne aussi. Ah, je pense que je l'ai vu. C'est traumatisant, merci. Un petit chien. Oui. Ah non, ça, je ne l'ai pas vu. Ah, c'est... Ah, OK. Moi, j'ai vu, c'était beaucoup plus sanglant et catastrophique comme conséquence. Le petit chien, c'est marquant. Ben, j'ai hâte de voir ça. Et ensuite, on enchaîne avec ce qu'on appelle des land speeders. Donc ça, c'est un véritable, en 2014, évidemment, tu vas penser à Star Wars. Ah, c'est difficile de pas y penser. L'Aéro X, ça peut voler à 72 km/h jusqu'à 3 mètres du sol. Je pensais pas que c'était inventé. Là. Incroyable. Puis il y a une autre firme qui développe quelque chose qui pourrait aller comme 2 fois plus vite. Donc ça vient d'où? 77, évidemment. Donc oui. c'est quand même bien fait là, pour l'époque. On parle de 77. Là. Un classique. Oui. Avec un Steven Spielberg un peu plus jeune. Oui, donc... La barbe à la droite. Oui. Et on a une photo suivante. Donc, évidemment, ça a été beaucoup exploité dans les films. Donc, ça existe. C'était George Lucas, Steven Spielberg, je ne veux pas me tromper, là. Je pense que c'est George Lucas, en tout cas. Bon. Je ne pourrais pas dire. Je vais vérifier. Je ne pourrais pas dire. Et je termine avec le scan alimentaire. Donc, c'est une invention, ça vient d'être inventé cette année. C'est l'Université de Washington. Ça envoie des rayons ultrasons haute densité. Je l'ai vu à l'œuvre sur des vidéos. Donc, évidemment, c'est couplé à votre téléphone intelligent. Donc, c'est une espèce de petite sonde. Tu mets ça au-dessus d'un bol de chips. Ça va te dire qu'est-ce qu'il y a dans les chips, tant de glucides, etc., tant de gras. J'ai vu, ils mettaient au-dessus d'un morceau de fromage, ça marquait « cheese », fromage. Oui. Moi, ça m'a vraiment... Puis ça existe, le même truc pour vérifier à l'intérieur du corps humain s'il y a des tumeurs, etc. Ils sont en train de... Oui, donc c'est ça. Un tricordeur. Tu faisais bien de me remettre à ma place. Oui, mais c'est ça. C'est incroyable. On ne peut plus se faire jouer de toi avec ce babel-là. Donc, tu peux acheter un truc comme ça pour savoir identifier des objets, des aliments. Donc, ça vient d'où le scan alimentaire? Ça vient du tricordeur de M. Spock. Incroyable. Donc, la fameuse petite boîte qui se promenait tout le temps avec, puis là, il pouvait détecter tellement
tellement de choses. Donc, c'était la science-fiction. 66, c'était incroyable qu'un objet puisse exister comme ça. Donc, on va voir l'image suivante, les 3 tricordeurs. Donc, tu avais lui de Dr. McCoy à gauche, celui de M. Spock à droite pour l'officier de sciences. Avec tiroir de rangement en bonus. Oui, et ça se ressemble beaucoup, hein? Je pense que... Oui. Je ne suis pas certaine que ça marchait. Il fallait y penser. Donc, ça existe aujourd'hui, des tricordeurs, des espèces de scans qui permettent de scanner les aliments. Et ça commence, donc ça va se développer. Ou des trucs médicaux pour pouvoir scanner une personne, voir s'il y a des bactéries sur des... Donc, c'est quand même... on est rendu dans la science-fiction, là, quand même. Incroyable. Donc, ça termine l'émission d'aujourd'hui. Je trouvais ça assez amusant de voir et ça m'a surpris de voir qu'il y a beaucoup d'inventions qui ont quand même été inspirées par les séries qu'on regarde des fois avec un petit sourire en coin parce que c'est des objets, c'est fait n'importe comment, mais quand même, il y avait de la vision là-dedans. Capsule divertissement qui nous a fait voyager dans le temps. Oui, voilà. Alors, c'est encore une fois très agréable de passer cette capsule divertissement avec vous à la maison et avec toi, Jocelyne. Oui. Et le plaisir de la chose. Ça revient la semaine prochaine.